Bon, bah déjà, merci beaucoup de nous accueillir. Aujourd'hui, en fait, on parle beaucoup de construire en bois. Enfin, disons que c'est surtout parce que c'est une matière première qui est de recyclable, totalement naturelle et qui apporte donc beaucoup de bonnes choses. Mais cependant, on parle aussi, enfin, une espèce de petite controverse aussi par rapport au fait que un arbre met quand même du temps à pousser parce que c'est quand même issu d'un être vivant. Et donc pour ça, on préfère planter des pins, des sapins, des douglas. Et ce qui fait que on remplace petit à petit dans certaines régions de France des forêts de feuillus par des forêts de résineux. Et ça acidifie énormément les sols. Et au final, on se posait la question de savoir est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un risque lié à cette matière première si elle est mal gérée en fait. C'est vraiment la question de la gestion des forêts. Effectivement, oui, c'est une question qui se pose, effectivement. Il faut savoir qu'une forêt, si elle n'est pas exploitée, le carbone il repart dans le sol et dans l'atmosphère. Le fait de construire en bois, c'est qu'on capte le carbone et on le met dans la construction. Donc ça ne repart pas dans la nature. Un arbre qui pourrit, au moins le carbone il va bien quelque part. Hein. Là, il est fixé. Là, il est fixé dans la construction. Il est réutilisable. Oui. Après, c'est un problème, c'est une question à long terme, relativement long terme, parce qu'en France, on a encore beaucoup de réserves de bois, hein, y compris de résineux. Donc, c'est comment on développe une filière bois en France en ayant dans l'optique, effectivement, son remplacement, voilà. Ça, c'est à penser, bien sûr. Enfin, on a pas mal de réserves encore. Et puis, mais c'est un travail qui va prendre du temps parce qu'il y a un travail de remembrement, comme on a fait dans l'agriculture, à faire avec les forêts, parce qu'aujourd'hui, c'est des parcelles privées qui sont toutes petites, donc on peut mal exploiter la forêt, c'est mal foutu, donc il y a un vrai long travail à faire avant de pouvoir exploiter la forêt française. Oui, c'est pour ça qu'au final, le bois vient pas toujours de France, parce que c'est pas encore développé de ce côté-là. Le hêtre, le chêne, le frêne, tout ça, on s'en sert aussi pour faire de la construction bois. Hein. On ne sert pas que de douglas et de... Ça, c'est la culture nordique, en fait. Oui. Mais en fait, on peut faire... Du moment où on transforme du bois, puis le CLT, c'est du bois transformé, quand même. Donc on peut faire aussi... Puis les techniques de bois vont évoluer, donc il n'y a pas de raison qu'on n'exploite pas l'entièreté de la forêt française en ayant dans l'idée de la préserver et de la renouveler. Oui. Le béton ne pousse pas, quoi, a priori. Oui. Donc, et puis on a le problème du sable, et puis on a d'autres problèmes avec le béton. Donc c'est plutôt d'avoir plusieurs filières en fait qui est intéressant. C'est pas de tout consacrer, tout passer en filière bois. Par rapport à cette gestion des ressources de manière générale, ça mène à la question du réemploi. Donc avec le projet de crèche à Justice, qui est assez impressionnant parce que sans mauvais jeu de mots, il ouvre une porte sur un autre processus en fait de conception aussi. Donc vous avez réutilisé 600 portes issues d'un ancien chantier qui allait être démoli pour réassembler ces éléments de portes en chaîne massif pour en faire une vêture de votre crèche à Justice. Et donc d'après vous, par quels moyens en fait ce genre de projet de réemploi du bois peut être vraiment favorisé malgré toutes les contraintes de sécurité, notamment liées aux matériaux ou toutes ces choses-là qui ne sont pas encore acquises aujourd'hui? C'est aussi une question de filière, en fait. Parce qu'aujourd'hui, comme ce sont des questions qui sont assez contemporaines de réemploi, il faut mettre en place tout un tissu, toute une structure plutôt de récupération de matériaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne démolit pas. Quand on démolit, on déconstruit. Donc il faut trier dans ce qu'on déconstruit, ce qu'on peut remettre sur le marché finalement de l'emploi de matériaux. Voilà. Donc il y a aussi une filière à mettre en place. Donc ça, comme il y a des volontés politiques qui sont en train d'émerger, il y a tout un tissu qui est en train de se constituer. Voilà. Donc là, nous, c'est un effet d'aubaine. Donc donc évidemment, il y avait une volonté politique là encore de la ville. Et nous, par effet d'aubaine, de récupérer effectivement des portes palières sur un chantier de reconstruction ou de réhabilitation tout un ensemble HBM qui était à 300 mètres du chantier. Voilà. Parce que l'idée, c'est de favoriser aussi des filières courtes. C'est-à-dire qu'il faut employer, mais il ne faut pas que ça coûte plus cher en allant chercher des matériaux qui nécessiteraient des coûts de transport. Donc toute l'idée, c'est d'arriver à faire du circuit court. Et donc, voilà. Et tant qu'il n'y a pas encore de tissu, on reste sur des effets d'aubaine comme ça. Là, ça se développe aussi. Une belle aubaine en chaîne, quand même. Une belle aubaine en chaîne. Et en plus, ça permettait de récupérer un matériau, qui est en l'occurrence du chêne, qu'on n'aurait certainement pas pu se payer neuf pour réaliser cette vêture. Donc finalement, on a réalisé une vêture en chêne qui vaut à peu près ce qu'on aurait pu faire en douglas.
hein, finalement, mais avec un matériau qui est imputrescible naturellement et qui est déjà sec depuis bien longtemps et qui va donner comme ça une pérennité à cette façade bien plus longue que si on l'avait fait même en Douglas. Ce projet, donc justement, vous avez travaillé avec Bellastock pour ce projet, et donc est-ce que vous pensez qu'il est quand même urgent de prendre des initiatives concernant la gestion des ressources, pourquoi pas de réemploi, mais que ces questions qui peuvent être perçues de base comme des contraintes, au final, peuvent être justement des opportunités ou des nouvelles manières de concevoir en fait. Il va falloir bouger beaucoup de choses parce que, hormis la filière, il y a des problèmes dans le bâtiment qui est compliqué, que c'est le problème des assurances et de la dommage ouvrage et du bureau de contrôle. Donc déjà, on a du mal à faire passer un nouveau matériau et à l'utiliser, parce qu'il faut qu'il passe un nombre de textes absolument hallucinant. Donc, il va falloir se pencher demain sur la relation de bâtiment, de matériaux d'occasion et sa garantie. Donc, c'est vraiment un travail de fond et un changement de mentalité qu'il va falloir opérer pour pouvoir effectivement utiliser. Parce que quelqu'un qui veut un bâtiment, il veut que ce soit garanti 10 ans. Alors c'est sûr que sur les faux construits, il y en a déjà 10. Il y a tout un travail législatif, de réflexion et un cadre à poser pour arriver à utiliser ça. Aujourd'hui, c'est quand même très compliqué et on arrive à toucher des parties, très peu de parties du bâtiment. En fait, c'est un peu comme pour la filière bois. En France, comme on construit en béton, tout le corpus législatif, normatif est fait pour le béton. Donc il faut repenser les normes pour pouvoir utiliser du bois. Parce qu'aujourd'hui, si on essaie de faire passer le matériau bois dans le filtre de toutes les normes, règlements qui ont été associés à la logique du béton, nos normes sécurité, incendie, ainsi de suite, sont pas très bien fichues pour ça, parce qu'on ne maîtrise pas très bien ce matériau-là en termes, il n'a pas été pensé pour ça. Le corpus normatif n'a pas été pensé pour ça. De la même façon, le matériau de réemploi, c'est pareil. Quand ils passent au travers du filtre de tout ce qu'on a mis en place jusqu'à présent, ils ont un peu de mal à passer. Donc il va falloir changer un petit peu, et c'est tout un travail qu'opèrent les lobbies du bois, les lobbies les lobbies naissants des matériaux de réemploi pour faire avancer le système législatif et normatif. Beaucoup de questions de comment ça se passe de gérer une agence à 3 et le processus de conception. Est-ce que vous êtes souvent sur la même longueur d'onde ou pas, qu'est-ce que ça apporte aussi d'être 3 à la tête d'une agence, que souvent on voit une personne à la tête d'une agence. Pas tant que ça, il y a beaucoup de collectifs, beaucoup de binômes. En fait, pendant très longtemps, il y a eu des binômes. Pendant très longtemps, il y a eu des architectes avec un nom et puis un système un peu pyramidal avec une espèce de leader. Voilà, bon, ça, c'est un temps déjà un petit peu dépassé. Après, il y a eu l'époque des binômes, c'était très fort, d'accord, qui reste encore aujourd'hui très présente. Et puis, on est passé à 3, et puis après, des collectifs. Alors moi, je sais que j'ai fait l'expérience de travailler à 2, à 10, tout seul, et maintenant à 3. Donc j'ai eu l'occasion de travailler plusieurs fois, comme ça, dans des configurations différentes. Et ce qui est certain, c'est que moi je trouve que la richesse, c'est de travailler à plus de 2, déjà. Parce que je trouve que 2, vous l'avez fait longtemps, donc vous pourrez en parler aussi. Et au moins 3, ou voire plus, après ça devient un peu plus compliqué. À 10, c'était très compliqué. Donc il faut trancher. Mais ça permet d'avoir des points de vue croisés, dans une gestion intelligente, parce qu'on a l'âge maintenant qui permet d'avoir dépassé un petit peu les problèmes d'ego et des choses comme ça, qui font que tu t'aperçois que souvent une idée émerge au travers de 2 idées, et pas forcément de... Voilà. Donc c'est la discussion et le croisement des idées qui fait émerger des concepts qu'on n'aurait peut-être pas pu porter de manière solitaire. Voilà. Non, mais quand tu votes, quand tu es 3, il peut y avoir une majorité. Oui, en plus 3, ça permet quand même de faire avancer les choses. Compliqué, si tu veux. Mais souvent, on essaie de trouver un consensus plutôt. Et après, des fois, si sur un projet, tu penses qu'il y en a un qui a une meilleure vision, il vaut mieux. On n'est jamais à l'abri d'une bonne idée. Hein. Je pense qu'il vaut mieux prendre la bonne idée de l'autre que s'accrocher à son idée moins bonne. Hein. Donc, ça multiplie les compétences. Voilà. Il y a de chacun par rapport aux techniques, au programme. Et après, les choses se distribuent naturellement. En fonction des personnalités de chacun, des envies de chacun, il n'y a pas de... Ou des configurations. Il n'y a pas de réunion, tu vas faire ça, alors maintenant dans l'organigramme, je te mets là. Non, ouais, ça se passe comme en architecture, comme entre architectes, on est capable de se parler, de se comprendre, on connaît à peu près chacun, les sensibilités de chacun. Il y en a qui sont plus... Il y a des projets qui sont plus colorés que par l'un, par l'autre. Et ça se fait, je dirais, sans
sans comité de direction, des choses un peu compliquées, ça se fait naturellement. Ça permet aussi d'avoir des rôles différents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur un projet, s'il y en a un qui est sur un projet et qui va être un petit peu très proche du projet et donc qui est un peu noyé, enfin quelque part, parce qu'à un moment donné, quand on est complètement dans le projet, on peut ne pas maîtriser tous les aspects, d'avoir un regard un peu plus lointain et par exemple d'intervenir auprès d'un maître d'ouvrage pour discuter d'un autre sujet parce que l'autre peut plus, parce qu'il est pris dans des rapports avec le maître d'ouvrage qui l'empêchent de, alors par exemple, parler d'honoraires, parlons-en, parce qu'il n'y a pas très longtemps ça nous est arrivé. En l'occurrence, Olivier travaillait sur un projet avec un maître d'ouvrage. Moi, je suis venu à une réunion pour parler d'honoraires. C'était pas comme c'était un petit peu clivant. Il valait mieux que je prenne quelque part un peu mauvais rôle, mais enfin c'est pas très grave, parce que ça nous a permis de parler de manière détachée de ça. Et on a obtenu le résultat qu'on souhaitait, sans altérer la relation un peu privilégiée qu'avait Olivier avec ce maître d'ouvrage. Oui, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui nous permettent de faire en termes opérationnels. Puis après, en termes de conception, ça se fait. Et puis à un moment, il y en a qui sont un peu moins là. Et puis donc quelque part, il y a aussi un roulement qui se fait parce que à 3, ça permet de rouler un peu plus et de se répartir le travail de manière plus naturelle, quoi. C'est un peu notre question fétiche parce qu'on la pose à chaque fin d'interview. Parce que du coup, notre journal s'appelle Double Auteur. Et donc, en un mot, à quoi vous renvoie le terme de double auteur? Voilà. Moi, ça me fait penser à une chose, c'est qu'effectivement, la double auteur, c'est qu'il y a un truc absolument terrible dans l'architecture contemporaine, et cette architecture très uniforme, c'est le diktat du 2,50 m dans le logement. Qui est un truc absolument terrible, parce que si tu vas avoir des logements, et d'ailleurs vous avez sans doute dû l'éprouver, chaque fois que tu arrives dans un logement où tu as une hauteur sous dalle ou sous plafond qui est supérieure à 2,50 m, 2,80 m, 3 mètres ou plus, on se sent infiniment mieux. Tous. Donc pourquoi parce que c'est une pensée très normative, économique, tout ça, mais qui est peut-être dépassée aujourd'hui, mais qui perdure encore. Et on continue toujours de faire, même y compris dans les fiches de l'eau, nos urbanistes de travail, et établissent un nombre d'étages, parce que souvent tu as un R+4, R+5, sachant qu'on parle de 2,50. Alors on a un peu l'épaisseur de la dalle qui a augmenté parce qu'on a une chape acoustique, et finalement on se retrouve toujours avec cette quelque part, cet a priori sur le logement. Et c'est vrai que c'est un truc qui est très difficile à remettre en cause, et qui pourtant peut changer profondément la vie des gens. Donc si tu changes et que tu arrives à faire un bâtiment de logement avec déjà 2,70, 2,80, ça change tout. Et on voit bien comment ils sont circonscrits par toutes nos normes, handicapées, tout ça. Mais bon, les architectes se battent depuis. Mais curieusement, cette histoire de hauteur est assez peu explorée. Voilà. Alors que ça se trouve, si tu fais un bâtiment très économe, par ailleurs, peut-être que tu peux mettre la richesse de ton bâtiment dans sa hauteur. Si l'urbaniste te le permet. Enfin, si les règles urbaines le permettent. Les PLU, tout ça, sont pensés toujours de 50, quoi.